Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb, l'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. Messieurs et dames, ce nouveau numéro des Top 15 reçoit Maître Constant Mutamba Tungunga, enseignant à l'Université protestante au Congo, président de Nogec. Il est également avocat et mandataire en mines et carrières. Avec lui, nous parlerons des dernières nominations à la Cour constitutionnelle. A tout à l'heure, mesdames. A tout à l'heure, messieurs. Bonjour, Maître Constant Mutamba Tungunga. Bonjour, monsieur. Après l'élection du président de la Cour constitutionnelle, plusieurs commentaires ont relevé que la procédure n'avait pas été respectée. Il s'est agi notamment de la problématique du tirage au sort. Pourriez-vous nous dire, en tant que scientifique, quel est votre avis sur la question? La Cour constitutionnelle est instituée et organisée par la Constitution de la République. L'article 158 de cette Constitution est assez clair à ce sujet. Il pose le principe de la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, mais aussi il organise la manière dont cette Cour se renouvelle tous les 3 ans. En effet, les membres de la Cour sont nommés pour une durée de 9 ans, renouvelable tous les 3 ans. Et ce renouvellement passe par le tirage au sort par groupe. Et les groupes, il faut entendre les membres de la Cour qui sont nommés par le président de la République, qui sont proposés par le président de la République, proposés par le Parlement, proposés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc il faut attendre l'épuisement des 3 ans pour procéder au remplacement. Chose qui n'a pas été faite pour 2 des 3 juges qui avaient été nommés l'année dernière. Les mandats de ceux qui étaient remplacés, en fait, devaient s'épuiser, devaient prendre fin plutôt au mois de mars. D'après la Constitution, le président de la Cour constitutionnelle est des droits président du Conseil supérieur de la magistrature. Actuellement, ce poste est occupé par un avocat de profession, le juge Dieudonné Kalouba. N'y a-t-il pas incompatibilité qu'un avocat soit à la tête d'un organe censé être dirigé par un magistrat de carrière? Il n'y a pas d'incompatibilité possible. L'article 9 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement à la Cour constitutionnelle est assez clair. Mais cet article est complété par l'article 12 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle qui dispose que tout membre de la Cour qui le désire peut postuler à la présidence de la Cour constitutionnelle. Et ce point de vue, vous comprenez qu'il n'y a pas de restrictions possibles, notamment sur l'origine de tel ou tel membre de la Cour constitutionnelle pour pouvoir briguer le poste du président. Et donc, aucune disposition constitutionnelle, aucune disposition légale, encore moins réglementaire, n'a été violée quant à l'élection du président Dieudonné Kalouba à la tête de cette haute juridiction. Vous savez, en passant, je rappelle que c'est une éminente personnalité qui est pétrie de talent, d'expérience et de probité morale. D'un autre point de vue, alors que la polémique autour de l'organisation du Congrès avait embrasé l'arène politique sur fond de mise en accusation du chef de l'État, ne pensez-vous pas que ce débat était stérile dès lors que la mise en accusation du chef de l'État doit s'opérer par le procureur général après la Cour constitutionnelle, alors que ce dernier est nommé de manière discrétionnaire par lui-même? Oui, c'est bien plus clair. Je crois que les débats n'avaient pas lieu d'être. C'était un débat politicien qui visait tout simplement à torpiller l'image d'un camp politique précis. Comme vous le savez, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui met en moule l'action pénale contre le président de la République. Et le Congrès ne s'est réuni que pour accorder l'autorisation de poursuite ou de mise en accusation. Et le Congrès s'est réuni sur la base d'un ordre du jour qui est prédéfini.
chose qui n'a jamais été faite. Donc c'était une polémique inutile, c'était une polémique politicienne qui malheureusement a considérablement divisé la classe politique congolaise. Peut-on conclure que par ces mots de désignation du procureur général près la Cour constitutionnelle, la mise en accusation du chef de l'État reste une théorie d'illustration? Non, pas du tout. À partir du moment où un procureur général près la Cour constitutionnelle est nommé, écoutez, il est délié de tout devoir de reconnaissance, de gratitude. On parle même techniquement qu'il a le devoir d'ingratitude, vis-à-vis de celui qu'il a nommé. Donc sur le travail que le procureur général près la Cour constitutionnelle est appelé à faire conformément aux prescrits de la Constitution, aux prescrits de la loi, mais aussi du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Maître Constant Moutamba, vous êtes enseignant à l'UPC, et comment ça se passe sous d'autres cieux? Est-ce que c'est de la même manière qu'aux États-Unis, qu'en France, que dans tous les autres pays qui ont déjà une démocratie solide? Vous savez, il faut dire que ce qui se passe au Congo est un tout petit peu inédit. C'est inédit dans la mesure où il y a une pratique malheureusement politicienne au sens péjoratif du terme qui semble remplacer le droit, qui semble remplacer les textes. Dans notre pays, fort malheureusement, les textes sont caricaturés selon la mesure, selon la taille des hommes forts du moment. Mais aussi les textes sont appliqués au gré des humeurs des gouvernants. Et c'est cela la plus grande faiblesse de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas encore des institutions, mécanismes forts. Ça veut dire des lois, des textes qui sont fondamentalement ancrés dans notre culture et que nul ne peut s'en passer. Nous n'avons pas encore d'institutions, organes fortes qui soient à même de se pérenniser dans le temps. Tout est malléable, tout est modifiable, tout est changeable. En fait, tout est violable. On peut se passer allègrement des dispositions de la Constitution en alléguant des motifs purement politiciens et aléatoires, opportunistes. Et ça fragilise les fondamentaux, les basiques de la République. Mais dès lors que tous ces fondamentaux sont foulés aux pieds, je crois que la République est appelée à s'effondrer. Et c'est la crainte que nous éprouvons face aux différentes violations de la Constitution auxquelles nous faisons face depuis un certain temps. Depuis l'époque de Kabila jusqu'à Tshisekedi, les tests posent un problème pour être respectés à la lettre. Est-ce que pouvons-nous s'accorder à dire que la démocratie est ancrée en République démocratique du Congo, ou encore la démocratie est réelle chez nous? La question de la démocratie est une question éminemment essentielle qui appelle à des réflexions profondes selon qu'il s'agit de telle ou de telle société. Est-ce qu'il fallait, en République démocratique du Congo, mimer la démocratie occidentale de la manière dont nous l'avons fait ici? Je ne pense pas, parce que cette démocratie occidentale a démontré ses limites. Elle ne s'adapte pas à nos us et coutumes, à notre culture, à nos réalités socio-culturelles. Donc ce qui fait qu'il y a une anarchie totale au niveau des institutions, au niveau du pays. Après chaque élection, vous-même vous rendez compte des contestations qu'il y a. Après chaque régime, celui qui vient veut à tout prix changer les textes, les caricaturer à sa guise et à son gré. Et donc là, c'est le plus grand problème de la démocratie que nous avons malheureusement
mimer de l'Occident. Il faut impérativement travailler pour adapter notre démocratie à nos réalités socio-politiques qui tiennent compte des priorités du pays. C'est le désenclavement du pays, c'est le développement. En fait, nous devons plutôt concevoir un système politique qui nous permette d'être compétitifs dans le marché des développements au monde. Nous devons absolument et de manière impérative penser un système politique qui crée de l'ordre plutôt que du désordre ou de l'anarchie comme c'est le cas aujourd'hui. Les États-Unis sont indépendants depuis les années 1776. Ils ont leur première constitution écrite depuis 1789. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est donc plus de 200 ans. Alors que notre constitution, comme vous le savez, ne date que de 2006. Et vous savez que nous ne sommes indépendants que depuis 60 ans, même pas 100 ans. Donc nous avons encore un chemin à parcourir, nous avons encore un chemin à faire. Il faut davantage cultiver de la modestie dans notre manière d'agir, mais aussi de la patience. Nous sommes encore malheureusement en train de tâtonner dans la manière d'appliquer les textes qui... L'arrêt RC 11453 sur les statuts du mandat impératif des parlementaires consacre une pratique que l'on ne retrouve nulle part au monde, en ce sens que cet arrêt consacre un dualisme vicieux, de sorte qu'un même parti politique peut avoir de membres dans la majorité et d'autres dans l'opposition. Étant donné que cet arrêt non attaquable fait jurisprudence, quel avenir pour la démocratie parlementaire en RD Congo? Non, tout d'abord, il y a de l'ambivalence dans cet arrêt de la haute juridiction. D'autant plus que l'article 110 de la Constitution est assez clair lorsque il déclare, il dispose qu'un député national ou un sénateur qui quitte délibérément son parti, en fait, perd son mandat. Pourquoi? Parce que, en fait, surtout avec le système de seuil, un député n'est élu que si son parti a atteint le seuil de représentativité. Donc en réalité, le mandat n'appartient pas au député, au sénateur. Le mandat appartient dès lors, évidemment, qu'il a été élu sous le label de son parti, sauf les indépendants. Mais à partir du moment où on a été élu comme parti politique, le mandat appartient au parti politique. C'est ce que ça veut dire. Et donc ça veut dire qu'un député national, un sénateur, doit adopter une attitude qui se conforme avec la ligne de conduite de son parti politique. Consacrer l'indépendance, la liberté de mouvement d'un député ou d'un sénateur au détriment de la ligne de conduite du parti sur base duquel il a été élu, c'est tout simplement du non-droit et c'est de l'anarchie. C'est inconstitutionnel. Pour preuve, aujourd'hui vous avez des députés élus sous les labels de X partis politiques qui se réclament de l'opposition, alors que eux sont même nommés dans l'actuel gouvernement. Ce parti politique appartient-il à l'opposition ou à la majorité? Le parti politique doit-il suivre les caprices de ses députés nationaux, sénateurs, ou c'est plutôt aux députés de suivre la ligne de conduite du parti? Et le parti, comme vous le savez, est organisé sur la base des textes. Il y a une loi qui organise le fonctionnement des partis politiques. Un parti, pour exister, doit requérir l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Et donc, c'est tout ça qui freine les décollages, l'essor de la République. Parce qu'on veut caricaturer les textes, on veut même pousser la haute juridiction à commettre l'irréparable, à tomber dans la déraison, à tomber dans l'irrationalité, à dire le non-droit. Quel enseignement, quelle leçon les générations futures tireront de cet art? C'est vrai que l'image que nous avons imprimée à travers le monde
au lendemain de l'alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État, a été édulcoré, a été écorché par, malheureusement, par nous-mêmes, Congolais, par les acteurs politiques. Nous vendons aujourd'hui une très mauvaise image de la République, avec notamment la requalification de la majorité parlementaire sur la base de la violation flagrante du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui avait été déclaré conforme à la Constitution. Est-ce qu'on est parti pour tomber à jamais? Il y a nécessité que les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table pour sauver les peu qui restent encore de cette démocratie. Sinon, nous allons liquider l'héritage que nous avons hérité de nos pères d'indépendance. Estimez-vous il y a ce qui reste à sauver? En effet. Merci pour votre aimable attention.